souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le fondateur et directeur artistique de l'ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, je résume votre parcours. Votre éducation musicale débute avec l'apprentissage du solfège, de la flûte à bec et de la trompette. Vous poursuivez vos études à l'Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur, où vous obtenez votre licence en flûte à bec avec grande distinction. Vous poursuivez des études vocales au Conservatoire royal de La Haye. Simultanément, vous commencez une carrière de soliste et rejoignez de prestigieux ensembles comme le Collegium vocal de Gand, l'Amsterdam Baroque Choir, le chœur de chambre de Namur ou les Favoriti de la Fenice. Vous devenez le coach de nombreux ensembles musicaux et membre de plusieurs jurys et festivals internationaux. Vous donnez régulièrement des masterclass ainsi que des conférences sur le répertoire baroque et de la fin de la Renaissance. Enfin, vous fondez en 2004 l'ensemble Vox Luminis qui gagne rapidement une renommée internationale. Je vous propose de débuter notre entretien avec ce chœur d'ouverture du Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Nous venons d'écouter Magnificat Anima Mea, le chœur d'ouverture du Magnificat de Jean-Sébastien Bach. L'ensemble Vox Luminis, dont le fondateur Lionel Meunier est notre invité, en était l'interprète. Dites-nous Lionel, quand avez-vous découvert votre vocation de chanteur ? Alors c'est très simple, c'est avec la Belgique, en tout cas avec la Wallonie. Donc je suis parti de mon pays natal, la France, à 18 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un problème à l'époque
avant le décret de Bologne, comme on l'a appelé, quand on était dans un conservatoire en France, on n'avait pas le statut d'étudiant, Mhm. mis à part les 2, 3 dernières années. Et donc, j'avais 18 ans, je voulais être étudiant, je devais étudier la musicologie, j'avais pas très envie, et il n'y avait pas de flûte à bec à Dijon où je devais aller, par contre je devais aller en musicologie à Dijon. C'était un problème un peu rare, j'étais bloqué, je devais aller à Paris, j'essayais d'obtenir une place en université, etc. Puis j'ai fait un stage à l'IMEF de Namur, alors là je vais pas raconter l'histoire, mais je suis tombé amoureux de la ville en fait, et de l'école, d'une école à taille humaine, moi qui viens de la campagne, de ma Bourgogne, Clamecy, une ville de 6000 habitants. Et je me suis dit, ça sera mieux là. Et c'est d'ailleurs Michel Alinck, monsieur Alinck, le papa Oui. de Sophie et de Marie, français comme moi d'ailleurs, et qui m'avait convaincu, et qui avait convaincu d'ailleurs, aider mes parents à accepter ça, que je parte, et que je ne les vois plus. Et puis on m'annonce, voilà, tu rentres à l'IMEP, et tu commences par une semaine de chant choral. Et je détestais chanter enfant. Je dis, ah non, 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 je ne veux pas faire ça, je suis là pour faire de la flûte à bec, etc. Et tu restes, et on dit, tu n'as pas le choix. Et donc on est arrivé, c'est une tradition à l'IMEP, qui venait d'ailleurs d'Alfred Deller, qui venait faire le stage à l'entrée, Marc Deller, dont son fils qui avait pris le relais. Donc vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui a créé, avec la classe de direction, le chœur de chambre de Namur plus tard. Ah oui. Et donc, avec Pierre Cao. Et donc, on m'a dit, t'as pas le choix. Donc je fais, on arrive, on apprend le Stabat Mater de Francis Poulenc. Je me souviens encore. Et puis, ça embêtait quand même un paquet d'élèves de faire ça. Enfin, c'était pas leur passion. Et puis moi, au bout d'une journée, je me rends compte que j'adore ça. En fait, je dis, mais c'est pendant les fêtes de Wallonie d'ailleurs, ça, on ne sait pas. Donc les gens s'en préoccupaient trop. Et je me dis, mais en fait, j'adore ça. J'adore ça. Et on avait aussi un cours de chant obligatoire dès la première année, quand on apprenait un instrument, pour pouvoir donner cours en secondaire. Et là, le prof de chant me dit, ça fait combien d'années que tu chantes avec la tessiture que tu as? Je dis, mais j'ai jamais chanté avant la semaine dernière. Puis il me fait des exercices, il me dit, ah, très drôle, ça fait combien d'années que tu chantes? Je dis non, ça fait une semaine. Il dit, soit tu te fous de moi, ça, je me souviens encore, il me dit, et alors, bon voilà, je découvrirai dans quelques semaines que tu es un chanteur, soit non, alors tu devrais y penser. Et donc, j'ai continué comme ça pendant un an à faire que de la flûte à bec et un peu de chant choral et ce cours-là. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Mais je mentionnais M. Alinck, donc mon directeur, et c'est lui qui m'a permis aussi de pouvoir suivre 2 cursus en même temps, et donc de commencer le chant à Namur. Et c'est devenu une passion dévorante qui a pris le pas, je n'allais pas dire sur la flûte à bec, parce que j'aime toujours la flûte à bec, mais je veux dire que la sensation à l'intérieur, c'est-à-dire de vibration qui vient vraiment de son corps, est quelque chose qui m'a apporté tellement par rapport à la flûte à bec que j'adore toujours, mais il n'y a rien à faire, c'est toujours un instrument Oui. qu'on apporte. Et donc, à partir du moment où j'ai connu le chant, j'ai dû Où expliquer l'instrument est en soi. Oui, j'ai dû expliquer à mes parents que malgré les 12 ans à faire de la flûte à bec, à aller à Paris tout le temps pour prendre des cours, je pense que le chant serait ma destinée quelque part. Et j'ai eu simplement la chance aussi d'avoir une voix qui m'a permis d'avoir cette destinée, parce que c'est pas le tout d'être passionné, mais j'ai eu la chance que les gens apprécient ma voix. Oui, mais enfin, avoir une voix, c'est bien, mais pouvoir la travailler, évidemment, ça change tout. Oui, et je dois dire, ça j'ai jamais dit, tiens, j'avais en fait plus de facilité à la flûte à bec. Tout me paraissait relativement facile, je dois dire. Et le chant, non. Je dois dire que on se lève déjà le matin, ça fonctionne pas tout de suite, donc Oui. il faut se lever 2 heures avant, il faut s'échauffer. Moi, je dois dire, la flûte, oui, les doigts un peu, mais en fait, en gros, je prenais ma flûte, je jouais, et puis ça allait. Ça ne veut pas dire que j'étudiais pas, mais il y avait moins de résistance, entre guillemets. Et donc, je crois qu'aussi, c'est ça. Le fait que j'avais une voix, mais qu'il a fallu étudier, qu'il a fallu vraiment réussir. Et peut-être de ne pas être sûr de réussir. Donc, de découvrir un challenge, en fait, pour ma vie. J'avais 20 ans à l'époque. Donc, Et à cette époque-là, quelles étaient vos idoles musicales? Elles étaient vocales, elles étaient alors, plutôt instrumentales? jusqu'à 18 ans, elles étaient instrumentales. Alors souvent, certains de nos professeurs sont des idoles, ou en tout cas des gens qu'on admire beaucoup. Donc moi, Hugo Rennes était un de Oui. mes professeurs, et donc j'admirais beaucoup la manière dont il faisait la musique française. D'ailleurs,
je connaissais pas encore trop la symphonie du Marais, son ensemble, mais plutôt le flûtiste, Franz Bruggen, pour moi, Pour la clairement, flûte, oui, bien sûr. pour la flûte, et son orchestre aussi, qu'on m'a fait découvrir, mais je l'ai découvert en fait plus tard. C'est vraiment d'abord le flûtiste, C'est l'orchestre du XVIIIe siècle, oui, c'est ça. qui était quelque chose d'assez incroyable. Le fait d'avoir vécu en Hollande après, j'ai pu me rendre compte aussi de ce que c'était. Et alors, une personne que j'aimais beaucoup, c'était Frédéric de Rose, mais alors simplement pour 2 CD qu'on m'avait offert, de Richard Carr à l'époque. Donc vraiment, j'avais 15 ans, je pense, 16 ans, et on m'avait offert les fantaisies de Telemann et les concertos de Vivaldi, joués par Frédéric. Et je ne savais pas à l'époque qu'il était quasiment aussi grand que moi, d'ailleurs. Mhm. C'est quelqu'un Oui, que je l'ai rencontré. On est peut-être les deux plus grands, en tout cas en taille flûtiste. puisque vous faites 2 mètres Oui, pour oui. les auditeurs qui ne vous auraient Et, pas encore vu. et donc voilà, j'étais plutôt... Et ma plus grande idole, pardon, c'était Maurice André. Ça, c'était pour la trompette. La trompette. Donc c'est grâce à lui que j'ai commencé ça en l'entendant dans le grand échiquier avec Jacques Chancel que j'ai voulu faire de la trompette. J'ai dit à mes parents, ça je veux faire. Et pour les idoles plus tardives, donc quand j'ai commencé à faire le chant, c'est très clairement Peter Coy comme chanteur. Ah oui, magnifique. Basse. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur après avoir été pétrifié de chanter 2 fois devant lui. Et après, ça a été... C'est un personnage impressionnant. Pour moi, oui, parce que j'avais 80 CD de lui à la maison. Pour moi, c'était un dieu vivant, quelque part. Enfin, c'est peut-être bête de dire ça, mais impressionnant. Alors, c'est toujours... Oui, je trouve qu'il a un charisme incroyable. Il a une gentillesse aussi. Ce qu'il est clair que physiquement, peu de gens m'impressionnent, parce qu'évidemment, c'est Oui. l'inverse. Les gens me voient arriver 2,5 m, et voilà, j'essaie de me faire petit. Je ne devrais pas, mais je le fais. Et donc, mais oui, quand il donne un exemple vocal, je dis oui, c'est comme ça que je veux chanter. Philippe Herwig, moi je l'ai déjà dit plein de fois, mais il n'y a rien à faire. Les premiers CD vraiment de baroque vocal, c'est lui. Les deux ont travaillé ensemble d'ailleurs. Et oui, donc c'est les deux en même temps quelque part. Et les grands chanteurs d'opéra romantiques, les Boris Christophe et... Non, c'est venu plus tard. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais parce qu'en fait, un peu de gens le savent. J'ai habité pendant plusieurs années avec Michael Spires, qui est un ténor maintenant très connu. Alors en France, il fait une carrière énormissime. Je lui parlais avant-hier justement. Et, il va peut-être venir s'installer, qui sait, revenir habiter en Europe. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir des anciens chanteurs. Mais lui, je l'admirais en fait. Ah oui. En fait, de l'entendre travailler à la maison quand il préparait ses rôles et de l'entendre répéter pendant des mois, je me disais, mais ça, c'est une voix que je trouve les plus belles au monde. Mais dans les chanteurs, si anciens, Dietrich Fischer-Dieskau, très clairement, pour les leaders. Je dois dire que Dichterliebe de Schumann, par lui, c'était quelque chose qui m'a vraiment impressionné. D'autres voix que j'ai plus essayé, étonnamment, pas d'admirer, mais en tout cas d'aimer des gens de mon temps. Et puis je suis arrivé, donc par exemple, j'ai eu un grand moment, Juan Diego Flores, que je pouvais écouter tout le temps. Le ténor péruvien. Oui, ténor aigu comme ça, que j'adorais. Non, c'est... Puis ça passe, et puis ça revient. Disons que Claire le Filiatre, j'ai eu ma période pendant 1 ou 2 ans où j'avais tous les CD du poème harmonique et je les écoutais en boucle pour elle. Puis un jour, je l'ai vue, je rougissais en me demandant est-ce que je pouvais lui parler alors que maintenant on se connaît. Mais voilà, c'est plutôt, j'achète énormément en fait de CD, encore maintenant, tout le temps. Peut-être trop parce que je me suis rendu compte Jamais trop. Pendant le C'est le confinement même problème. que j'ai pas le temps de les écouter. Enfin voilà, même avec du temps. Mais il n'y a rien à faire. En fait, je suis gourmand, j'allais dire, et j'ai une passion de découvrir. Évidemment, le passé est important, et donc nous, on a cette chance-là d'avoir eu en tout cas dans notre musique ancienne, d'avoir 40-50 ans vraiment de pionniers et de gens qui nous ont permis de faire ce qu'on fait maintenant. Mais j'ai aussi une passion de découvrir ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire les collègues, d'autres ensembles, parce que ce serait tellement ennuyeux de rester juste avec ce qu'on fait soi, je trouve, en tout cas. Alors, on revient sur Vox Luminis. Alors, j'ai lu dans une interview que vous aviez décidé de fonder votre ensemble pour chanter le Stabat Mater de Scarlatti. Oui. Est-ce vrai? C'est totalement vrai. Est-ce que vous avez réalisé ce rêve depuis? Eh bien oui. Alors, ce qui se passe à Namur, donc après avoir
fait mes fonds de culotte, j'allais dire, à l'IMEP. Donc, passionné de chant choral, etc., je découvre que, grâce à Benoît Gillot, mon professeur de chant à cette époque-là, l'existence du Chœur mondial des jeunes, qui était à l'époque basé à Namur, qui a été basé à Namur pendant de nombreuses années. Et donc, vous avez une session d'été qui se passait dans le monde, ça pouvait être en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, où on veut, en Afrique, en Europe. Et il venait l'hiver dans une session spécialisée chanter, et c'était obligatoirement le départ à Namur. Et donc il me dit, va voir ce Chœur mondial des jeunes, puisque, étant donné que moi j'étais français, je retournais très peu chez moi, chez mes parents. Donc j'avais vraiment du temps pour aller voir des concerts. Je vais voir ça, je ressors, je lui dis, c'est là, je veux chanter là. Il me dit, alors il va falloir bosser. Benoît Gillot. Et donc j'y vais, je fais la première session d'été en Amérique, où notamment on a chanté Speminalium de Thomas Tallis, quelque chose qui va me suivre pour fêter mes 40 ans l'an prochain. Et je suis invité à la session d'hiver après, dirigée par Florian et Eric, Oui. extempore, ici en Belgique, et pour le Stabat Mater de Scarlatti, à 32 chanteurs, je crois, ou quelque chose comme ça. J'adore, je trouve le travail de Florian fabuleux, etc. Et puis il y a juste quelque chose de bizarre qui se passe dans ma tête. Je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que c'est écrit pour un chœur, cette musique. Est-ce que ça devrait pas être chanté par voix? Mais voilà, c'est quelque chose qui passe dans ma tête. À ce moment-là, j'avais pas fait de recherche sur le chant à un par voix ou que sais-je. Et puis pendant un an, ça reste dans ma tête. Je me dis, mais j'achète des CD. Alors j'achète la version de Frieder Bernius, j'achète la version de Rinaldo Alessandrini, j'en achète 3 ou 4, je crois, et voilà. Puis je me rends compte qu'eux aussi, en fait, ils l'ont fait à un par voix. Je me dis, mais enfin... L'intuition était bonne. Oui. Et puis je me dis, c'est comme ça que je veux le chanter. Et puis je dis à un bon ami, je dis, mais en fait, personne ne va m'inviter en ce moment à le faire comme ça. Et puis ces gens du Chœur mondial des jeunes aussi, dans quelques années, on sera trop vieux pour y aller, donc on ne se verra plus. Est-ce que je ne créerais pas mon ensemble? En fait, juste pour chanter le Stabat Mater de Scarlatti à un par voix. Donc, ce qui est pratique quand on crée son ensemble, c'est qu'on s'invite soi-même. Donc, j'étais sûr de pouvoir le chanter. Et il fallait en trouver 9 autres. Et donc, ça a été ça. J'ai cherché. Par contre, je me suis rendu compte assez vite, puisque le nom de l'ensemble est là depuis le premier concert, que j'avais une idée de son dans ma tête. Donc, la lumière, quelque part, le travail sur les harmoniques, etc., que ce soit un son lumineux. Ça n'a rien de traduire ce qui est traduisible facilement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était par contre un projet dont je voulais faire un projet, voire 2 projets maximum par an. Et vous avez réussi. Ah oui, mais ou j'ai raté, ça dépend, parce que c'est beaucoup plus qu'un ou 2 projets. Oui. Sauf cette année. Oui. Cette année, je suis presque aux objectifs. Non. Enfin, blague mise à part, je me voyais à cette époque-là travailler dans les ensembles que vous avez cités ou d'autres. Je rêvais ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs, de chanter à Huelgas. Ah oui, oui, ça on n'en a pas parlé dans ce que j'admirais. Je dois dire que ça m'a influencé Huelgas, pas de la manière de diriger. Dites-nous juste ce qu'est l'ensemble Huelgas pour que les auditeurs puissent bien comprendre. L'ensemble Huelgas, donc c'est un ensemble créé par Paul Van Nevel il y a maintenant, j'allais dire 40. Oui, je pense certainement. 40 ans, années, je dis oui. basé en Flandre, et qui est vraiment le spécialiste, en tout cas dans nos contrées, mais de façon mondiale, de la Renaissance, de la polyphonie, et qui a fait un travail incroyable de redécouverte du répertoire, qui a un génie pour faire des programmes aussi, pour vraiment prendre certaines pièces d'un compositeur et vraiment arriver à découvrir son génie. Donc j'ai découvert plein de compositeurs avec lui. Et en quoi ça m'a influencé? C'est un peu la même chose avec Philippe Hervé, avec le Collegium Vocale, mais encore plus avec le Huelgas, parce que c'est a cappella, donc c'est vraiment les voix. Si je mets un CD et que je mets lecture, dans les 10 secondes, je sais si c'est eux ou pas. Et donc ça a été quelque chose qui m'a obsédé dès le départ avec Vox Hominis, et je me suis dit, peu importe ce qu'on fait, le fait d'être les meilleurs ou que sais-je, c'est pas important. Par contre, être unique et avoir un son, une manière de faire que les gens reconnaissent, ça, c'est important, parce que je me suis rendu compte que moi, c'était ce qui me marquait. Donc c'est pour ça que j'achetais les yeux fermés, et je continue à acheter les yeux fermés.
les CD de ces ensembles. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous de passer de chanteur à directeur d'ensemble? Est-ce que ça s'est fait facilement? Alors, oui et non. Euh, oui, parce que je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire, c'était pas prévu. Donc, quand j'ai créé Vox Luminis, il n'y avait pas de... Je n'étais pas le directeur artistique, j'étais le créateur. Et je voulais des gens de caractère, et je ne pensais pas que c'était possible d'avoir ces gens sans un chef devant. Pour contrôler, comme je dis des fois, ces bâtons de dynamite comme ça, il y en a 10, parce qu'il faut que ce soit des gens qui donnent, qu'il y ait du feu. Comme je dis, il faut que je sois là avec l'allumette, comme ça autour, mais il faut juste que ça, que ça s'allume, mais que ça n'explose pas. Et donc, il y a eu un seul projet ou deux avec chef, et puis il y a eu coach, donc des gens qui sont venus pour nous aider. Et en fait, par des fois où quelqu'un a annulé, on s'est retrouvé une fois pendant plusieurs jours à travailler sans personne extérieure, et on a adoré. Mais comme je dis, donc j'ai été élu en fait directeur artistique. On avait oublié quelque chose aussi, c'est que on voulait un ensemble démocratique. C'est ce que tout le monde dit. Et on dit toujours quand c'est un ensemble démocratique, il n'y a pas de chef. Mais la démocratie, ça élit quelqu'un. Oui. En fait, pour que justement les gens soient libres après de s'exprimer. Et donc c'est quelque part ce qu'on a fait. On a essayé plusieurs personnes extérieures, puis ça a été moi. Une ou deux fois, j'ai dit, mais non, je suis incapable de faire ça. Puis en fait, au bout de 10 minutes, j'adorais. Et puis les gens ont dit, oui, mais étant donné que tu nous as choisis, c'est toi qui sais le mieux la manière de nous utiliser. Maintenant, j'ai dit oui et non. Donc le non, parce que ça a été, oui, un travail d'autodidacte comme ça. Je viens j'ai pas fait de cours de direction ou que sais-je. Et j'étais aussi le plus jeune de l'ensemble. Donc, c'était pas facile au départ quand même de s'imposer. C'était des gens qui étudiaient avec moi, qui étaient dans des années supérieures, des gens qui avaient des diplômes que je n'avais pas. Donc ça pas du tout, ça m'a pas fait souffrir, mais je comprends. Je comprenais parfois quand même certains ensembles qui, quand je puisque je suis devenu quand même de plus en plus important, j'ai pris de plus en plus mes marques. Je pouvais comprendre je vais pas dire les réticences, mais en fait le fait qu'ils se disent, mais on l'a vu arriver, j'allais dire tout petit, non, avec moi ça ne marche pas, mais Non. on l'a vu arriver dans le même conservatoire que nous, on a eu des diplômes avant, mais de nouveau, c'était dans le nom aussi, c'était imposé, ou en tout cas montrer qu'il y avait une manière différente de diriger un ensemble. On a quand même une culture très forte de la personnalité, notamment dans le pays d'où je viens, en France, où Oui, c'est vraiment bien sûr. comme ça, et donc je voulais voir s'il y avait une manière différente de le faire, c'est-à-dire en laissant énormément de place aux gens. Ce qui peut être vu comme une faiblesse, évidemment, puisqu'il y a des moments où je ne vais rien dire, mais pour moi, je pense que plusieurs têtes peuvent avoir plus d'idées qu'une seule, de toute façon, même si je peux préparer autant que je veux. Et j'aime me faire surprendre, en fait, par mes musiciens. Et donc, ce qu'on fait dans n'importe quelle air ou n'importe quelle pièce, les 2 premières fois, on les chante et je ne dis rien. Et donc, il y a des fois des choses que j'avais prévues que l'on ne fait pas, parce que une personne de l'ensemble, soit dans son solo, soit quand on chante ensemble, apporte quelque chose auquel je n'avais pas pensé, et il influence les autres, et d'un coup, je me dis, ben oui. Et donc, comme ça, je barre sur ma partition, si j'ai noté quelque chose ou pas, et comme ça, il ne voit rien, je dis c'est très bien, et donc voilà, j'étais un peu difficile à classer, évidemment, puisqu'on aime bien souvent dire disciple d'un tel, etc. Donc, on me dit que je suis disciple de Philippe Hervé, ce qui m'honore. Moi, j'aimerais bien. Il y a juste que j'ai jamais étudié avec lui. Oui, j'ai chanté 2, 3 fois. J'ai plus chanté en fait des productions romantiques, Ah oui. notamment Elias de Mendelssohn, qui était pour moi un souvenir fabuleux. Donc voilà. Mais évidemment, j'admire tout ce qu'il fait. Et donc, je pense qu'on parlait d'acheter des CD avant. Il est clair que notre génération, enfin la mienne, donc des vieux trentenaires ou jeunes quarantenaires, ont connu l'abondance de CD, j'allais dire, parce que j'ai connu le disque vinyle de mon papa, puis l'abondance de CD, mais la génération qui arrive après nous,
il y en a plusieurs déjà qui sont arrivés après moi, eux sont la génération qui ont accès à tout. Grâce à YouTube, grâce à Spotify, à tout ce qu'on veut. Nous, c'était les CD qu'on allait acheter dans un magasin ou qu'on écoutait comme ça. Ah, je vais vous faire écouter la première plage, on peut écouter, oui, ah ben je vais l'acheter. L'arrivée d'Internet, moi, est arrivée pendant mes études, en fait. Et il n'y avait pas du tout l'accès non plus aux manuscrits, etc., comme maintenant. Donc voilà, c'est l'achat, il n'y a rien à faire de mes CD qui ont forgé, oui, ma personnalité musicale. Sans Alors, doute. dans votre parcours, vous avez croisé le chemin de Jérôme Lejeune, le fondateur du label Richard Carr, et également Charles Adriaansens, le fondateur de Out Here. Euh, Quel rôle ont joué ces deux personnalités dans le développement de Vox Luminis? Eh bien, je peux dire très facilement que sans ces deux personnages, je ne serais plus là. En tout cas, avec Vox Luminis. Ou je n'aurais jamais été là. En fait, c'est plutôt ça la meilleure formule. Pour Jérôme, c'est assez simple. Donc moi, je dois dire que la première fois que j'ai rencontré, j'ai pas fait le lien que c'était Monsieur Richard Carr. Je l'appelle Monsieur Richard Carr. Je l'ai rencontré, donc j'avais plusieurs de ses enregistrements. Je l'ai rencontré à un stage de musique ancienne à Namur. C'était les débuts comme ça, où il est venu d'ailleurs avec toute une énorme mallette pour vendre. Et donc je lui ai acheté tout. Et il s'est dit, mais qui est ce drôle de gars? Qu'est-ce qu'il vendait? Des surplus qu'il avait d'anciens enregistrements de Richard Carr. Et donc moi je connaissais par cœur ce que j'avais, donc je dis, je prends je dis, je vais à un bon contact. Hop, je reviens. Il se dit, mais tiens, Je connais ça, oui. drôle de spécimen, mais lui commençait à savoir qui j'étais, tout ça, mais Vox Luminis n'existait pas encore. Donc voilà, première rencontre. Puis, en fait, j'ai enregistré avec la Capella Pratensis, qui est donc ensemble spécialisé en renaissance, polyphonie. Sa spécificité, c'est de chanter à partir du manuscrit original, donc enfin, des photocopies, enfin, des photos imprimées, Oui. des manuscrits. Et donc, on s'est retrouvé à un enregistrement, et c'était en 2006. 2006. Et je vais dans la loge, donc on écoutait le montage, et puis il me dit, oui, t'as l'air vraiment d'avoir des très bonnes oreilles, t'as une bonne réputation pour ça. Je recherche un ensemble pour la salle philharmonique pour chanter le Stabat Mater de Scarlatti. Non. Si, c'est pour ça que je raconte l'histoire. Quelle coïncidence. Et il dit, est-ce que tu connaîtrais? Je pense, alors je dis pas lequel ensemble auquel il pensait déjà, mais je suis pas convaincu. Enfin, je suis pas convaincu, je me dis, est-ce que toi, là en Hollande, tu connais? Mais vraiment, il me demande comme ça, puis j'hésite, je reste silencieux pendant quelques secondes, je dis, le mien. Le tien. Ben, je dis oui, le mien. C'est quoi? Et ça, c'est une des spécificités de Jérôme, c'est d'être intéressé et de ne pas prendre de haut, alors qu'il avait signé plein d'ensembles. Et donc, ben, je dis oui, j'ai un ensemble qui s'appelle Vox Luminis et je l'ai créé pour chanter le Stabat Mater de Scarlatti. Ben, tu le chantes quand? Quand est-ce que je peux dire? Ben, je dis on n'a pas de concert, très peu. Je dis on a enregistré une démo, il y a le premier mouvement. Donc j'avais dans mon sac, je me souviens, une petite farde, comme ça, avec quelques feuilles imprimées, imprimante. Et puis un CD démo où je notais au marqueur, quoi. Démo Vox Luminis. Et lui, c'est pas du tout comme ça. Je dis, bah, donne-le-moi. Et je lui donne. Et c'était au moment où, est-ce que ça s'appelait déjà Out Here, je pense, ou en tout cas, donc Charles Adriaansens qui s'intéressait. Et donc, Richard Carr était en train d'être acheté. Et donc Jérôme écoute. 2 jours après, il m'écrit, est-ce que je peux te voir le plus vite possible? Vérifie déjà si vous êtes libre pour tel concert. Et là, il me propose tout de suite de rentrer chez Richard Carr et donc d'enregistrer le Stabat Mater de Scarlatti. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, je lui dis, je vais pas faire semblant de réfléchir. La réponse est oui. On était aux terrasses, je crois, à Liège, donc tout près de la salle philharmonique. Et moi, il me dit, c'est racheté. Je me rends pas du tout compte de ce qui se passait. J'étais un peu dans mon monde, voilà, d'étudiant. Et donc, j'ai rencontré Charles Adriaansens au premier projet. Donc, il est venu nous voir le premier jour, où j'ai une petite anecdote. Ma compagne est hongroise, et donc lui a des origines hongroises aussi, donc il parle hongrois. Et puis, d'un coup, il se m'a parlé, je ne sais plus combien de langues, et je me dis,
Oui, c'est très quel est, impressionnant. quel Oui, est, c'est très impressionnant. quel est cet individu. Et donc, non, on a appris à se connaître comme ça. Et donc, Charles est devenu quelqu'un d'important pour moi. On s'est d'ailleurs pas vu pendant plusieurs années, mais on s'est vu il était là pour les Gramophone Awards, Mhm. donc pour le Chutes qu'on a rencontré. Où ça fait toujours rigoler parce qu'il a fait mon nœud de cravate dans le taxi parce que je ne sais pas faire mes nœuds de cravate. Et puis le succès est arrivé et j'ai dû. Au départ, je voulais pas trop, je voulais que le groupe reste et je dois dire il m'a donné un ou deux coups de main, notamment en devenant quelque chose qui ne voulait pas parce qu'il refuse tout le temps, mais président de mon ASBL en fait, puisqu'il voyait bien que c'était un succès qui nous échappait et voulait nous garder comme artistes parce qu'il sentait que j'allais exploser. Et donc, quand je disais je ne serais pas là sans lui, je serais toujours là, mais je pense que j'aurais lâché prise parce qu'il y avait un moment où, quand la machine s'emballe, on a besoin d'une ou deux personnes en qui on a confiance, qui ont du recul et qui savent ce que c'est que ce marché, entre guillemets, en tout cas ce qui se passe. Et même si lui dit oui, mais tu as tout trouvé par toi-même, tu es bon dans les contacts, etc. Il n'y a rien à faire d'avoir quelqu'un comme lui qui était là et quelqu'un qui a supporté aussi le marché du disque. Tous ces labels aussi font que Tout cet j'ai héritage une grande musical, chance de les connaître. oui, je trouve aussi. Euh, on va passer un petit peu à l'exploration de vos enregistrements. Vous avez consacré 2 albums, Cantate et Motet, aux membres de la famille Bach. Alors dites-nous succinctement, quel était votre objectif en explorant la famille Bach plus largement? Alors, ce qui est très drôle, je dois parler de Jérôme de nouveau. Quand on signe chez Richard Carr et qu'on va faire du Scarlatti, on s'y attend pas. Parce que quelle est la grande spécificité, notamment de Jérôme Lejeune et de Richard Carr? C'est le répertoire baroque allemand. Et on a tous les deux une passion énorme pour ce répertoire. Donc, on s'est retrouvés à enregistrer Samuel Scheidt et puis Schütz. Donc, c'est des gens du début du XVIIe siècle. Évidemment, tout le monde chante Jean-Sébastien Bach. Enfin, tout le monde. Énormément de gens. Et ce qui me passionne beaucoup, c'est ce qu'il y a entre. Donc j'adore la fin de la Renaissance et le début du baroque, donc toutes ces transitions, et on parle toujours de Schütz comme étant le père de cette nouvelle musique, de la musique baroque, et puis on nous met Bach. On nous met Bach. Évidemment qu'il y a plein d'autres compositeurs dont on parle. Mais il y avait notamment c'est en fait pour étudier les motets de Jean-Sébastien Bach que je me suis intéressé à la famille, donc aux motets de la famille. Et la deuxième chose, c'est une chose tout à fait bizarre, c'était pour accompagner les Musikalische Exequien de Schütz, qui est un nom qui fait peur au public, aux organisateurs. Non, non, mais... Et donc j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre de motets de la famille de Bach, de la famille de Jean-Sébastien Bach, écrits avec les mêmes textes que présents dans les Musikalische Exequien de Schütz. Donc, j'ai commencé à appeler ce programme Schütz et la famille Bach, et ça vendait mieux. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais Non, c'est non, mais je exactement ça, comprends. ce qui s'est passé. Par contre, après avoir réussi à vendre, quand on a commencé à chanter ces motets, je me suis dit, mon Dieu, c'est un des chaînons je veux dire, manquants qu'on n'entend pas assez en concert. Et combien ils en ont écrit. Donc là, j'ai commencé à chercher partout. Je me rends compte qu'il y en a certains qu'on a redécouverts tardivement, il y a 40 ans maintenant, notamment en Ukraine. Donc dans toutes les recherches, les partitions qui sont parties à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été emportées et qu'on retrouve après dans des fonds, dans des bibliothèques. Et, et donc je dis à Jérôme, j'aimerais enregistrer les motets de la famille Bach. Il dit, mais j'ai déjà fait. C'était un de ses premiers enregistrements. Et là, je lui dis, oui, mais je dis t'as réussi à faire tenir ça dans tel format. Moi, ça tient pas là-dessus. Il y en a besoin de plus. Je dis, on a besoin de 2 CD complets. Hein? Puis là, je lui sors les partitions. Il me dit, mais ceux-là, je les ai pas en fait. Et donc là, tout de suite, lui se dit, on va en refaire un, on va en refaire un par voix, on part tout de suite. Et ça a été un projet vraiment très spécial où on a vraiment eu la chance de les chanter en concert en fait pendant plusieurs années, certains, d'autres qu'on a fait simplement pour le CD. Et ça a été passionnant
d'essayer de partir de ce que Schütz nous avait appris, le tout début du XVIIe, et d'essayer de voir, et d'arriver, ça change pendant les années aussi, puisqu'on a fait 2 générations. Et donc c'était un travail passionnant, et pour poursuivre aussi le travail sur la langue allemande. Ça, c'était un travail vraiment, on a 2-3 Allemands dans l'ensemble qui sont vraiment nos coachs, et donc pour les gens comme moi dont ne sait pas la langue, on a vraiment un travail vraiment minutieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour parler là maintenant du CD de cantate? Eh ben, ça, c'était de nouveau, quand je recherche des programmes, je suis à la maison, souvent je fais ça la nuit, et je suis passionné, par beaucoup de choses, mais par les cantates de jeunesse de Jean-Sébastien Bach. Actus Tragicus, évidemment, parce que le flûtiste à bec que je suis les a fait, et on a d'ailleurs enregistré quelques-unes chez Alpha Classics. Et je me suis dit de nouveau, il y a des choses que je comprends sans comprendre, d'où ça vient, tout ça, évidemment. Tout le monde parle de Buxtehude, qu'on a fait aussi, pour essayer de comprendre. J'aime bien à chaque fois essayer de remonter. Et je me suis dit, tiens, les cantates sacrées de la famille Bach, combien est-ce qu'il y en a? Et on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas retrouvés. Et voilà, j'appelle mon compère, Jérôme, je lui dis, mais est-ce qu'on ne ferait pas les cantates de la famille Bach? Je dis, j'aimerais par contre l'enregistrer avec une cantate de Jean-Sébastien, Christlag in Todesbanden. Et la théorie dans le livret, notamment de Jérôme, on en a parlé tous les deux, c'était aussi ma théorie, de savoir ça serait peut-être bien la première cantate qu'il aurait écrite après avoir entendu les cantates de sa famille et celle de Buxtehude. Donc voilà, on aime bien raconter des histoires, et c'était un travail fabuleux. Là, dans ce cas-ci, c'est parti d'un truc tout bête, essayer d'utiliser le nom Bach, parce que quand on est un jeune ensemble, eh ben, c'est pas si facile que ça d'arriver à vendre des concerts, etc. Donc on nous demande souvent de faire des gens connus pour en tout cas réussir à avoir des tournées. Donc on nous dit, vous n'avez pas du motet de Jean-Sébastien Bach ou du Monteverdi ou Purcell à la limite. Non, mais c'est comme ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des nouvelles pièces, trouver des chefs-d'œuvre, de les enregistrer, si possible, pour les échanger. Et la plus belle chose, c'est évidemment de faire des belles tournées, de chanter beaucoup de fois en concert, c'est super chouette. Mais je crois que l'une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est quand d'autres ensembles aussi les chantent après. Ah oui, bien sûr. Puisque il faut arrêter. Il y a des milliers, des centaines de milliers de concerts dans le monde, donc il faut arrêter de penser qu'on va tous les faire. Donc, pour moi, une des plus belles choses, c'est quand quelqu'un me dit, on a acheté votre CD, on a acheté ton CD, ça nous a vraiment donné envie de faire cette musique, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a son approche de ces musiques-là. Évidemment que les CD, il y a des idées qui viennent d'autres, on s'imite. Donc nous, si on est les premiers pour certaines pièces, ben voilà, on doit trouver nos propres idées, mais je trouve que c'est peut-être la plus belle chose. Et donc, c'est exactement mon cas. Moi, j'ai découvert l'album motet de la famille Bach. Je ne savais pas, je connaissais évidemment les motets de Bach que j'adore. Et c'est comme ça que j'ai vraiment, je me suis dit, oui, je vais acheter. Et là, j'ai découvert votre ensemble et ça m'a vraiment séduit. Et peut-être une petite chose pour approcher, pourquoi cette musique? Donc, de la famille Bach, je dois dire qu'il y a une chose, et j'adore Jean-Sébastien Bach, tout le monde l'adore, je suis admiratif de toute de la manière, c'est une sorte de perfection fabuleuse, c'est touchant, on se dit comment c'est possible d'écrire quelque chose d'autre. Dans la musique de la famille Bach, il y a une sorte d'immédiateté, de quelque chose de très direct par rapport au texte. C'est pas du tout que c'est moins construit ou quelque chose comme ça, mais les formes sont moins développées, j'allais dire, les motets sont quand même relativement courts, plus courts que ceux de Jean-Sébastien qui vont de 8 minutes à 20 et des minutes. Là, on est vraiment dans une forme à 3-4 minutes. Et je trouve que c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, ça m'émeut. Il y a certaines de ces pièces qui m'émeut à chaque fois. Et donc c'est aussi ça, c'est la manière dont cette famille me touche, en fait. Alors, je vous propose d'écouter directement Ich danke dir Gott, d'Heinrich Bach.
sich wunderbarlich gemacht. Was sich wunderbarlich gemacht. Herr, mein Gott, was erkennet meine Seele? Wunderbarlich sind deine Werke. Gott, das erkennet meine Seele. Das erkennt meine Seele. Das erkennt meine Seele. Das erkennt, und das erkennt meine Seele, erkennt meine Ich danke dir Gott d'Heinrich Bach, un extrait de l'album Cantaten de Vox Luministe paru chez Richard Carr. Lionel, en dehors de Jean-Sébastien Bach, pour quel autre membre de la tribu Bach avez-vous une affection particulière? Je craignais la question. Et, alors, je vais dire Johann Michael Bach. Qui était Alors, qui était C'est un toujours petit, compliqué, oui. un grand-oncle, oui, mais éloigné, mais qui est devenu membre de la famille, je vais expliquer, donc la première épouse de Jean-Sébastien Bach Mhm. était la fille de Johann Michael Bach. Ok. Donc, quand on parle de la famille Bach, donc de Johann Christoph ou Johann Michael, on parle de la Arnstädter lignée, donc la ligne d'Arnstadt, donc, qui a été démarrée par Heinrich Bach, donc celui qu'on vient d'entendre. Hop, il a eu des enfants, donc grand compositeur, en tout cas 2 d'entre eux. Et Jean-Sébastien Bach a eu son premier poste de musicien, j'allais dire professionnel, en tout cas à 18 ans. Il est devenu organiste de la Barkirche. On l'appelle comme ça, mais je ne sais plus comment elle s'appelle à l'époque. Donc à Arnstadt, et donc c'est là qu'il a rencontré sa première femme, qui est décédée assez rapidement. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que tout le monde dit Johann Christoph, Jean-Sébastien inclus. Donc il n'avait aucune pitié pour son comment on dit, le père de sa femme, c'est le beau-père, pour son beau-père. Oui. Il a toujours dit que, voilà, que Johann Christoph était le plus doué. Oui, enfin, il est de formule, je ne sais plus exactement quel mot. Je suis d'accord, évidemment. D'ailleurs, Jérôme, celui qui préfère, Jérôme Lejeune, c'est Johann Christoph. Évidemment que j'admire beaucoup. C'est pour vous celui qui avait la plus grande science musicale? Oui, sans doute, au niveau de l'harmonie, etc. Il y a un talent incroyable, et c'est pas pour rien aussi que quelquefois on n'a pas su, où il y a eu des grandes discussions, savoir pour les motets ou d'autres pièces si c'était Johann Christoph qui les avait écrits ou Jean-Sébastien. Uh-huh. Donc voilà. Mais peut-être, alors c'est pas le préféré, mais en tout cas celui qui m'a surpris peut-être le plus, c'est Johann Michael. Puisqu'à chaque fois on le présente comme le deuxième de cordée, je dois dire qu'il y a 2-3 de ces pièces, qui notamment le motet Unser Leben währt 70 Jahre, nos vies durent 70 ans, parfois 80 ans, qui est en fait ce que j'utilise comme bis à chaque fois à la fin des concerts, qui est pour moi une pièce mais incroyable. C'est d'une simplicité. Donc c'est juste des accords comme ça de 4 voix d'hommes,
et puis un cantus firmus, donc une mélodie simple chantée par les sopranos au-dessus. Et à chaque fois, on voit j'explique la pièce au public avant de la chanter, et je vois des gens en pleurs dans le public. Donc, c'est peut-être plus simple, c'est pas simpliste, c'est plus simple peut-être un tout petit peu que son frère, mais je dois dire, aussi on écoutait là un peu de cantate, sa cantate Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, qui est une cantate avec une écriture un peu plus différente, où il a rajouté un violon, donc il y a 3 violons et 2 altos, qui est moi de nouveau une pièce qui me touche. Donc voilà, je reconnais le talent de Johann Christoph, j'adore comme tout le monde, c'est sans doute le meilleur, mais celui pour qui j'ai une attraction, quelque chose comme ça, c'est peut-être Johann Michael, parce que j'aime bien m'intéresser à ceux les deuxièmes, ça m'intéresse en fait ça. Et selon vous, lequel aurait le plus influencé Jean-Sébastien Bach dans son art? Sans aucun doute Johann Christoph. Là par contre, là j'ai aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été influencé par les autres, mais il y a vraiment des choses que l'on retrouve dans sa musique. Oui, si vous écoutez notre CD de cantate, le Herr wende dich, une cantate de Johann Christoph, ça vous intéresse. Il y a vraiment un passage de Jésus, donc qui chante, et c'est pour moi impossible de ne pas voir une correspondance avec l'air Mache dich mein Herz rein, qui est un des plus beaux airs, un air de basse, qui sont de Jésus, dans la Saint-Matthieu. Oui. Donc pour moi, il y a vraiment des choses très très claires. Maintenant, d'autres qui ont influencé, il y a Pachelbel par exemple, mais on ne va pas en parler maintenant. Alors, on a écouté un extrait de l'album Kantaten. Maintenant, je propose d'écouter un extrait de l'album Motetten, Fürchtet euch nicht, de Johann Michael Bach, dans la magnifique interprétation de Vox Luminis, dont le fondateur Lionel Meunier est notre invité.
Fürchte auch nicht de Johann Michael Bach dans l'interprétation de Vox Luminis, un extrait de l'album Motetten paru chez Richard Carr. Alors Lionel, vous consacrez l'essentielle partie de votre activité à explorer l'héritage de compositeurs dont la production musicale est de nature religieuse. Doit-on selon vous être croyant pour pénétrer l'essence de leur art? Ah, ça c'est une très bonne question et j'adore cette question, j'en parle tout le temps. Alors, je ne pense pas qu'il faut forcément être croyant. Je vais te séparer en deux. Alors, quand on est sur scène, je pense qu'il faut croire au moment où on le chante. C'est ça. Donc, pour moi, c'est la même chose que pour l'opéra. C'est-à-dire, quand la personne rentre sur scène et c'est pour une histoire d'amour, etc., il ne va pas se poser la question pendant qu'il chante, est-ce que réellement je suis amoureux de cette personne? Il l'est. Il doit l'être. Oui, Il doit le l'être. personnage. Il doit être persuadé. Enfin, c'est tout. Sinon, on ne le croit pas. Si on doit tuer quelqu'un, etc., enfin, il ne doit pas se demander est-ce que je veux vraiment le tuer. Enfin, on doit être là. Pour un opéra, on ne se pose pas la question. Les madrigaux, tout ça. Je ne dis pas qu'on se pose la question pour la musique sacrée, mais il est clair qu'il y a cette... j'allais dire une histoire d'amour, ça parle plus. Très clairement. Bien sûr. Je pense que tout le monde a été amoureux dans sa vie, donc voilà. Une peine amoureuse, voilà, c'est très clair. La crucifixion de Jésus, par exemple, c'est un peu plus... Si on a perdu un enfant, évidemment, si on est là... Je parle là du Stabat Mater, par exemple, pour prendre un exemple. Voilà, c'est l'enfant Jésus à la croix, Marie qui est devant. Évidemment, on peut essayer de rapporter à des choses de notre vie, etc. Maintenant, tous ces textes, quand on parle des psaumes, tout ce qui a été traduit, parce que la musique, moi, qui me passionne, donc évidemment, j'aime beaucoup d'autres musiques, musique anglaise, musique italienne, mais la musique allemande, moi, ce que j'adore, quand je suis parti de mon confinement, là, donc je suis resté pendant plusieurs mois, je suis pas sorti de chez moi, j'ai été une semaine tout seul en Saxe et en Thuringe, justement pour me réimprégner de ça, parce que j'avais envie, je me suis dit, qu'est-ce que je veux voir, mais ça a été une période incroyable, ça a été la réforme, donc Luther qui a voulu rapprocher aussi les textes, qui s'est battu pour de la Bible, ça soit traduit, pour que la musique aussi parle aux gens, et donc il y a eu cette créativité de tous ces compositeurs qui ont noté. On se demande jamais aussi, est-ce que l'œuvre d'un compositeur, ceux qui sont devenus prêtres après, certains, Liszt par exemple, est-ce que sans doute ça rajoute quelque chose encore plus, parce que c'est des gens qui croyaient plus qu'autre chose, mais à cette époque-là, bon, le pourcentage de gens qui croyaient de toute façon était bien plus élevé, énormément, mais le moment où ils mettent cette musique, ce texte en musique, ils ne se posent pas la question de croire ou pas. On y croit. Et alors, non, ça m'intéresse cette question parce que je me pose la question. Je suis élevé catholique, comme une grande partie des gens en France. Je viens de tout près de Vézelay, moi. Donc, oui. Voilà, c'est quand même un haut lieu. Et je me pose la question de plus en plus si je ne suis pas en fait protestant. Justement, parce qu'à chaque fois que je chante cette musique, j'y crois. Je suis vraiment imprégné. Alors, je leur dis des fois, puisqu'on a de tout dans notre ensemble maintenant, on a depuis quelques années maintenant un protestant, une deuxième qui est en train d'arriver, qui est en train de faire, où c'est très intéressant d'entendre leur vision. Donc on demande des fois qu'ils nous expliquent aussi. Parce qu'il y a traduction et traduction. Il y a traduction et ce que ça veut dire, la manière dont ça est même utilisé maintenant. Même la tradition actuelle, qui peut être intéressante. On a pas mal de catholiques et on a évidemment des athées. Et des athées purs et durs, je vais dire. Pour moi, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où, au moment où on le chante, on est, oui, convaincu, on y croit. Je dois avouer, voilà, j'en sais rien, hein, j'ai pas de réponse. Je dois dire que par moment, quand je chante de la musique sacrée, je me dis, il est quand même difficile de croire qu'il n'y a rien. C'est ça. Tellement c'est fait. Je prends un exemple, le cantique de Siméon. Donc,
Seigneur, laisse aller ton serviteur dans la paix, qui est quelque chose qui est un des textes que je préfère. Enfin, à chaque fois, je sais pas comment dire, c'est un texte que chaque aussi compositeur voit, mais à chaque fois on entend une foi incroyable. Et on a un petit faible, je vais reparler de Jérôme, mais c'est quelqu'un qui m'a influencé beaucoup parce que je sais quel est on en parle des fois, oui, parce qu'il est une personnalité éternelle, de quel requiem il voudrait avoir à son enterrement. Et on a un faible, je dois dire, pour aussi les requiems ou les pièces sacrées que certains compositeurs ont écrit pour leur propre funérailles, leur propre mort. Le requiem de Kerl, qui est avec viol de gambe, donc ça pour Jérôme, qui est son instrument, mais où la personne a écrit pour mes propres funérailles, pour le repos de mon âme, de ma propre âme. Donc là, on se rend compte, c'est quelqu'un qui écrit une œuvre sacrée, donc très clairement il croit, et pour le repos de sa propre âme. Donc, est-ce qu'il faut l'être je ne pense pas que la plupart du public peut dire, voilà, celui-là il est croyant, celui-là il ne l'est pas. Sûr que Non. Mais par moment, certains me le disent quand même. Et dans certaines pièces, je me dis, mais lui, c'est pas possible. Je dis, oui, il est protestant. On me dit, voilà. Alors moi, les gens me disent qu'ils ont l'impression que je suis en transe quand je chante de la musique baroque allemande sacrée. Je dois dire que oui, à ce moment-là, je crois. Vraiment. Je ne sais pas vous dire si je suis croyant. Là, tu vois, je ne suis pas pratiquant en tout cas, mais oui, j'y crois. Et vous laissez la question ouverte. oui, je laisse la question ouverte. Je dois dire que quand même, d'avoir 2 ou 3 croyants protestants maintenant dans le groupe, j'en ai eu 2 dans notre dernière tournée aux États-Unis, on a fait les motets justement à la fin du bac. Je dois dire que ça m'a transporté encore plus. Alors peut-être qu'une bonne réponse c'est de dire d'avoir au moins des croyants autour de soi et de voir la manière dont ils le chantent, ce que ça veut dire dans leurs yeux. En plus, ils sont tous les 2 allemands. Je pense que ça m'a apporté encore quelque chose qui me manquait, peut-être. C'est tout à fait passionnant. On va passer à toute autre chose. Je vous propose de poursuivre notre exploration des enregistrements de Vox Luminis avec l'air Fairest Isle dans la version de la merveilleuse soprano Susie Toth, un air du 5e acte du Roi Arthur d'Henri Purcell.
Suscito interprétait Ferris Isle du cinquième acte du Roi Arthur d'Henri Purcell, accompagné de l'ensemble Vox Luminis, un album paru chez Alpha. Lionel, Vox Luminis aborde depuis peu au disque des œuvres théâtrales comme ce Roi Arthur de Purcell. Quel défi représente ce répertoire pour votre ensemble? Eh bien, un challenge pour une raison, c'est que justement, ce qu'on ne sait pas, au tout début, on chantait des madrigaux de Monteverdi. Donc c'est en fait le CD qui a influencé notre carrière, entre guillemets, parce que oui, on peut parler d'une carrière maintenant, après 16 ans. Donc après la sortie du premier CD, des deux premiers, où on s'est fait connaître pour la musique sacrée, on nous a plus demandé que de la musique sacrée pendant des années et des années, aussi parce que c'est une musique moi qui me touche, et j'allais dire même musique sacrée triste, c'est vraiment des Oui, Stabat oui. Mater, Requiem, c'est quelque chose moi qui me parle, j'ai une obsession avec la mort dont j'ai parlé plein de fois, mais ça ne veut pas dire qu'on est des tristes cires, j'allais dire. Donc, parce que le Roi Arthur de Purcell, on ne peut pas dire que ce soit triste entre les chansons à boire, les couples dans tous les sens, etc. Donc on faisait un tout petit peu, et c'était souvent grâce à des collaborations. Donc la première fois on a vraiment refait quelque chose de non sacré, ça a été la descente d'Orphée aux Enfers, Oui. avec une compagnie en Hollande qui nous a invités. Donc Vox Luminis, c'était seulement les chanteurs, déjà avec Reinhard van Mechelen, qui chantait son premier Orphée de, dans la descente d'Orphée aux Enfers. Mise en scène, etc. Donc là, pendant plusieurs semaines, on a dû danser, etc. Donc là, pour moi, c'était pour apporter... J'aime bien avoir un ou deux projets qui sortent des sentiers battus pour ne pas qu'on s'ennuie, pour aussi apporter quelque chose. Le Roi Arthur a été au départ une collaboration pour Beaux-Arts. Oui. Pour notre première résidence, notre premier portrait, quelque chose d'artiste, et Jean Tubéry avec la Fenice était également artiste, et ils aiment bien des fois avoir un projet commun entre deux artistes pour la musique ancienne, et donc c'est Jean Comme vous l'avez Tubéry. fait avec le projet Charpentier. Oui, oui, exactement. C'est Jean Tubéry qui nous a invités à faire ça, et donc on l'a fait avec Chef, et ça s'est bien passé, on a adoré cette musique, mais on a eu cette petite, c'est pas frustration, mais on s'est dit, qu'est-ce que ça pourrait être de nouveau sans Chef? Donc vraiment, où on laisse l'espace devant, puisqu'on n'est pas avec dans la fosse, etc. Et donc on s'est dit, on va faire le Roi Arthur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis de plus en plus en danger, et on a commencé à vouloir faire de la musique profane et aussi chanter par cœur. Ça, c'était aussi Ah oui, quelque donc, chose oui. qui nous a fait beaucoup de bien. Mais ça a aussi montré le talent de certains de nos chanteurs qui étaient peut-être un peu moins flagrants. Ça rebat les cartes aussi, ça fait du bien. C'est-à-dire, je suis moi personnellement pas très à l'aise sur scène. C'est-à-dire Quand il est avec quand son on doit, scénique. oui, quand on doit, oui, c'est aussi dû à ma taille, mais 2,5 m, je suis toujours beaucoup plus grand que les autres. Et donc, s'il faut se déplacer, chanter par cœur, etc., je ne sais pas forcément quoi faire de mes bras, etc. Donc, mais je me dis, il faut que je me fasse violence. Il y en a d'autres qui sont un peu moins à l'aise, parfois, quand c'est vraiment si statique. Et donc, d'un seul coup, j'aurais dit, bon, on chante par cœur, et d'un seul coup, oui, bouge un peu, et la personne, on se dit, mais waouh, on ne connaissait pas ça de lui. Et donc, pour moi, c'est très important, je pense, pour l'évolution de l'ensemble, pas du tout de renier ce qu'on a fait. Et la musique sacrée gardera, ça restera la majorité de ce qu'on fait. Mais je pense que de faire plusieurs œuvres profanes nous font énormément de bien. J'ai pas de rêve comme ça de faire énormément d'opéra, mais ceux qui nous conviennent de nouveau, là c'est dans l'interprétation où les solistes chantent les chœurs et inversement. Et donc ça, la musique de Purcell s'y prête fort bien parce qu'on a même les noms. Et on sait qu'il aimait bien distribuer aussi à plein de chanteurs tous les rôles, ce que j'aime faire aussi, donc ça nous convient bien. Monteverdi serait possible, et Charpentier, c'est un autre où c'est pour ça qu'on a enregistré là, et qu'on a donné en concert la descente d'Orphée, notre version avec
je veux dire notre version, c'est-à-dire sans la compagnie en Hollande, mais avec Anokte Temporis et surtout Reinhard van Mechelen, un Belge, mais qui est peut-être pour moi, hein, qui est le haut de contre musique française, qui est vraiment le plus fabuleux actuellement. Et donc voilà, avec cette musique profane, on montre un nouveau visage, et je pense aussi que cela peut nous apporter dans la musique sacrée de nouveau, dans la manière dont on chante convaincu un texte, il y a des choses à reprendre. Alors, le 30 septembre 2020, Vox Luminis se produira aux Beaux-Arts dans un programme Buxtehude Bach, avec pour première œuvre la cantate dont le titre est Gott hilf mir, aide-moi Dieu, de Buxtehude, qui possède une grande résonance en ces temps troublés. Dis-nous, Lionel, comment avez-vous bâti ce programme? Comment vous l'avez conçu? Alors, j'ai d'ailleurs changé l'ordre, donc comme ça je vais l'annoncer, ça sera l'avant-dernière pièce. Alors, j'ai dû le rebâtir. Je n'aime pas beaucoup de gens utilisent le mot se réinventer en ce moment, c'est un mot que j'utilise pas. Oui, c'est vrai. Parce que ça voudrait dire déjà qu'on s'invente au départ. Je pense qu'on est ce qu'on est. Ouais. C'était un projet au départ de faire une Abendmusiken, donc une soirée musicale. On parlait de musique sacrée juste avant. Les Abendmusiken, c'était à Lübeck, donc dans le nord de l'Allemagne, à la mer, je vais trouver. Tant pis. Et donc ça a été les premiers, quelque part, concerts de musique sacrée. Les gens venaient à l'église pour écouter les nouvelles œuvres, notamment de Buxtehude, mais pas pour le culte. Ils venaient pour écouter la beauté de la musique. Et Bach avait fait même le trajet. Oui. Il était allé. Bach a été voir, c'était vraiment à pied pour voir ces choses-là. Et donc, il y a un orgue à la cathédrale de Bruxelles, baroque, parfait pour cela, puisque Buxtehude était un grand organiste comme Jean-Sébastien Bach. Et suite au gramophone qu'on a eu l'an dernier pour ce CD Buxtehude, on était encore en discussion avec Beaux-Arts. On a dit, on va faire une soirée Abendmusiken à la cathédrale. Depuis quelques mois, certaines choses se sont passées. Comme vous le savez, donc on ne peut pas jouer à la cathédrale, donc on a déplacé le concert. Donc au lieu d'être un concert uniquement Buxtehude, on l'a changé maintenant. Moi, on a voulu conserver certaines choses. Donc j'ai conservé 2 cantates de Buxtehude qui sont pour mes 3 même maintenant, mes 3 préférés. En fait, non. On a mis le bis dans le programme, puisqu'on n'a pas le droit de faire de bis, de sortir et de rentrer. Non, mais vous me demandez, c'est comme ça qu'on a bâti le programme. On doit s'habituer maintenant, s'adapter aux Nouvelles règles. Aux nouvelles règles. Et donc, Gott hilf mir, je suis content que vous la donniez, puisque pour moi, c'est celle dont je suis le plus fier, entre guillemets, de notre enregistrement, de donner en concert. Elle est peu connue. Elle est parfaite actuellement par le texte. Donc, Dieu aide-moi. Et en fait, c'est une voix de basse qui démarre au départ et il est en train de se noyer. Donc on a les instruments vont jouer les vagues, etc. Et je pense que ça peut parler à pas mal de gens, je crois, après des semaines et des semaines où on était seul ou pas chez soi. Moi, j'ai eu la chance de très bien vivre le confinement, de voir mes enfants plus que d'habitude. J'avais la chance d'avoir un jardin. Mais il y a d'autres aussi, le fait de ne pas pouvoir se donner en concert, les artistes, pendant des semaines, ne plus pouvoir s'exprimer, les problèmes, etc. Et beaucoup de gens se sont sentis comme ça, s'enfoncer dans le sol ou tout ça. Et donc là, c'est pour ça que je veux finir le concert quasiment avec cette pièce-là, parce que c'est quelque chose qui parle aux gens. Et là, ici, c'est l'eau qui monte. Et on demande de l'aide à Dieu. Et c'est une pièce incroyable. J'adore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu, quand on a parlé avec Beaux-Arts, à garder le plus possible de Buxtehude. On a enlevé les pièces d'orgue. Oui. Parce qu'on n'a pas le droit à avoir une pause non plus. Donc il a fallu diminuer, c'est 1 heure, quelque chose comme ça. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, c'est une autre grande cantate de Buxtehude, magnifique, qui commence, je parlais de Cantus Firmus plus tôt, j'ai une obsession pour le Cantus Firmus. Alors, la traduction c'est chant ferme, donc simplement une mélodie, en général donc d'un choral luthérien, donc c'est un message qu'on veut faire passer. Et voilà, nous on se parle du cœur, de l'amour, ça fait du bien. Et pourquoi l'Actus Tragicus? De nouveau, c'est une des premières cantates De que Bach. Bach donnait.
il se trouve qu'on a une tournée, et on a 2 concerts après où on la donne à chaque fois. Et donc les organisateurs aussi se sont contactés entre eux quand on ne savait pas si le concert allait se faire, etc. On m'a dit, et on faisait plein de programmes différents, on a dit, est-ce qu'on se mettrait pas un peu tous d'accord pour faire certaines pièces en commun? Et donc ils m'ont tous dit, on trouve que en ce moment, Actus Tragicus, donc, qui est le nom de, j'allais dire le surnom, puisque c'est Gotteszeit ist die allerbeste, donc le temps de Dieu est le meilleur, très protestant, c'est-à-dire avec la vie dure de labeur sur terre et la plus belle vie quand la vie éternelle, me paraît très bien. C'est comme ça que j'ai voulu commencer le concert. Ça sera le premier de la tournée, aussi parce que on n'est pas sans savoir qu'il y a énormément de gens qui sont décédés ces derniers temps, et donc je pense que leur dire que le temps de Dieu est le meilleur est peut-être la meilleure manière d'accueillir peut-être des gens dans le public qui auront vécu un drame. Alors, vous avez, donc vous allez nous faire écouter des œuvres de Buxtehude en dehors de enfin, au cours de ce concert. Mais votre prochain album, qui sortira le 1er octobre, est dédié à un personnage bien plus méconnu du grand public qui s'appelle Andreas Hammerschmidt. Alors je vous propose directement d'écouter Ach, Jesus stirb dans l'interprétation de Vox Duminis, qui est une œuvre donc d'Andreas Hammerschmidt. Ça viendra d'un album Richard Carr qui sortira le 1er octobre.
C'était Ach, Jesus stirbt d'Andreas Hammerschmidt, une découverte musicale tirée du prochain album de Vox Luministe qui paraîtra le 1er octobre chez Richard Carr. Alors Lionel, vous êtes né à Clamecy en France, vous avez vécu aux Pays-Bas, et pourtant c'est à Namur que vous élisez domicile. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette région? Alors, ça a été un coup de foudre pour la ville, donc une ville à taille humaine, puisque venant de la campagne, je dois dire, j'avais peur. J'avais peur de Paris. J'arrive maintenant à m'habituer aux grandes villes, mais c'est pas. Voilà. Mes parents m'habitent maintenant dans un village de 600 âmes, où je me sens très très bien. Je- et on est tout le temps en ville. Donc voilà, j'aime le piétonnier, etc. J'aime surtout les Belges. Euh, je dois dire que je me suis senti belge, je le deviendrai sans doute pas. Je garde mon passeport français, mais il y a quelque chose dans la tolérance en Belgique qui m'a aidé, notamment beaucoup avec ma taille. J'étais quelqu'un d'assez complexé. Et je dois dire que j'ai perdu ce complexe totalement le jour où je suis arrivé en Belgique. Bon, j'adorais la bière belge, bon, mais c'est pas une raison. Et oui, j'ai trouvé une école à taille humaine et tout ça. Et je me suis juste rendu compte que quelque part, c'est pas que je venais de là, je convenais là, mais je sais pas, ça me plaisait. Peut-être aussi parce que ma maman est du Nord. Elle est née à Tourcoing, donc la moitié de ma famille Oui. vient de Estimi. Et je pense que bon, l'Estimi et les Wallons notamment sont quand même Assez proche, très assez proche, proches, compatibles. Donc voilà, quelque part quelque chose oui, de mes racines, etc. Et j'aime ce pays. Quand j'ai été habiter en Hollande, dès la première semaine, je savais que j'allais faire qu'une seule chose, c'était retourner en Belgique dès que Ah, j'avais fini vraiment? mes études. Ouais. Alors, les Belges vous le rendent bien, si j'ai compris. Vous avez été élu Namurois de l'année en 2013 Oui. pour la culture. Donc c'est quand même, vous êtes reconnu. Euh, Ça méritait d'être souligné, je trouve. C'est une intégration réussie, en fait. Oui, non, c'est l'accent aussi, hein. Oui, un petit peu, ça vient, L'intégration. j'entends ça. Alors, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nous un morceau qu'il aime écouter, un choix libre, pas forcément du classique. Et qu'avez-vous choisi de nous faire entendre? Alors, beaucoup de gens savent que j'écoute Jacques Brel tout le temps. C'est vrai. Je l'écoutais avant de venir en Belgique et je l'écoute encore plus d'avoir connu ce pays. Mais en fait, il y a un chanteur dont je suis tombé, j'allais dire amoureux. C'est pendant des cours que je donnais au Théâtre National de Bretagne, à Rennes. Et c'est une élève qui m'a dit, tu parles tellement de Jacques Brel, etc. Il y a un chanteur que tu dois découvrir, Pierre Lapointe, chanteur québécois, euh, qui souvent s'accompagne au piano ou disons, instrumentation pas énorme. Il est peu connu. Cet album-là, Paris Tristesse, le nom de l'album, est pour moi un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que quasiment toutes les chansons sont incroyables. Beaucoup de mélancolie. Il écrit les textes lui-même. Et ça me parle et je l'écoute en boucle. Celle qu'on va écouter, c'est Tel un seul homme, hein, c'est bien ça. C'est tel un seul homme. Parce que des fois, je me souviens plus de laquelle je conseille. Il y en a une autre, qui s'appelle Je déteste ma vie, qui est pas mal non plus à écouter. Mais Tel un seul homme, et elle m'a parlé énormément pendant le confinement aussi. Je dois Elle est dire. assez sombre, hein. Elle est assez sombre, mais je trouve, oui, je trouve pas totalement quelque part. Mais elle est sombre quand même. Mais je sais pas, elle parle notamment au milieu d'une foule, chacun peut rester seul aussi. Donc moi, ça m'a parlé aussi. Je me dis, j'ai un métier où on vit tout le temps en groupe. Et il a raison. Il a raison. Il y a des fois où on peut être en groupe et être seul, etc. Enfin, je vous laisse écouter le texte. Écoutez-le. Magnifique voix. Et pour moi, On un l'écoute chanteur qui maintenant. mériterait d'être connu. Un seul homme de Pierre, tel un seul homme. Et si je vous disais que même au milieu d'une foule, chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule, que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème. Déjà, quand la
vient pour habiter ces corps aussi petits qu'inanimés. Elle est là, telle une déesse gardienne, attroupant les solitudes par centaines. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géant, tout petit nous sommes. La main de l'autre emmêlée dans la nôtre, le bleu du ciel est plus bleu que celui des autres. On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour ou l'autre. Et même amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les âmes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géant, tout petit nous sommes. Car tel un seul homme, nous avançons vers la même lumière, vers la même frontière. Toujours elle viendra nous arracher la vie, comme si chaque bonheur devait être puni. Et on pleure, oui on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géant, tout petit nous sommes. C'était donc Tel un seul homme de Pierre Lapointe, le choix musical de Lionel Meunier. Votre émission de musique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Lionel d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à Carlos Amajoa et à Ilaï Rehan, notre directeur d'antenne, d'avoir assuré la technique de cette émission. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.